propose un petit mot de conclusion rapide, hein. Évidemment, l'idée, c'est pas de faire une synthèse de cette journée parce qu'il va falloir du temps pour la digérer en quelque sorte. Simplement, voilà, ce que je voudrais dire, c'est qu'on a essayé de penser les générations futures en essayant d'actionner trois leviers, hein, finalement, qui sont trois leviers qui ne dialoguent pas forcément, et c'est peut-être l'originalité de cette journée de les avoir fait dialoguer. Le levier juridique, évidemment, où on voit que le droit a besoin d'inventer des nouvelles catégories. Le cadre normatif, le cadre réglementaire a besoin, et c'est même une nécessité qu'il s'empare de ces questions de justice climatique, de justice intergénérationnelle ou transgénérationnelle, de finalement prise en compte voilà, de la crise écologique d'une part et des générations futures d'autre part. Le levier philosophique, éthique, qui nous permet de clarifier certains concepts, qui nous permet aussi de relier l'analyse, en tout cas de penser les conditions qui permettent de relier l'analyse, le savoir à l'action, hein, comment on peut agir concrètement. Ici, ce que je dirais, c'est que l'éthique, la philosophie nous appelle à élargir le spectre de notre considération morale, finalement, à des entités non classiquement admises dans ces disciplines, hein. Voilà, notre attention morale, notre attention éthique aux conditions d'existence d'une vie véritablement humaine sur Terre, donc une attention à l'écologie finalement, à l'habitat, et une attention au futur qui a été initiée par Ange Jonas, mais qui reste encore quelque chose d'embryonnaire, me semble-t-il, en philosophie, et notamment de cette attention au futur qui est la question de l'anticipation. Ici, il me semble qu'un défi pour l'éthique va être d'aller à l'étape suivante qui est donc une éthique de l'anticipation, mais comme une éthique conflictuelle, comme une éthique, ou plutôt une éthique des conflictualités de temporalité. Hein, parce qu'on voit que finalement, et c'est Rosa qui l'a bien vu avec son idée de désynchronisation, il analyse la crise écologique comme une désynchronisation finalement entre des rythmes, les rythmes de prélèvement ou de prédation et les rythmes qui permettent de ressourcer un écosystème ou qu'un écosystème se reconstitue. Il me semble qu'il y aurait une éthique des conflictualités temporelles à inventer, à imaginer. Donc là, c'est une piste à ouvrir. Tu vois, c'est un deuxième levier qu'on a essayé d'actionner aujourd'hui. Puis le troisième levier, qui est celui de la critique sociale, qui a été très bien actionné par cette dernière intervention, qui est le levier finalement de l'analyse du contexte sociopolitique, socio-économique dans lequel nous sommes. Et ici, il s'agit d'analyser ce contexte en utilisant des outils qui sont différents, des outils notamment intellectuels qui nous ont amenés précisément à la catastrophe. Donc sortir de la pensée du risque, sortir de la pensée économiste, sortir finalement aussi de la science positiviste pour inventer des nouvelles façons de créer des savoirs et des connaissances qui ouvrent d'autres perspectives que celles finalement de la société technocentrée et économico-centrée. Donc ces trois leviers, ils ne nous ont pas donné de réponse aujourd'hui, mais en tout cas je crois que c'est en les croisant qu'on va pouvoir peut-être avancer. Moi, au-delà de ces trois leviers, je vois deux lignes de fracture très importantes dans nos débats, qui sont à mon avis abyssales. D'abord, c'est une ligne de fracture entre l'espérance et la responsabilité, je l'ai dit. Tout nous pousserait à la responsabilité, tout nous pousserait au catastrophisme éclairé, tout nous pousserait finalement soit à la résignation, soit à une sorte de déterminisme, d'accompagnement de cet emballement technologique en disant finalement c'est parti, continuons. Et le transhumanisme est peut-être cette visée-là. Allons plus loin, puisque de toute façon c'est parti. Donc transformons-nous même pour s'adapter à ce nouveau monde. Donc il y a une forme de résignation qui prend deux formes, soit le catastrophisme éclairé à la Jonas, soit le transhumanisme. Mais il me semble que c'est quand même deux formes de résignation. Une ligne de fracture avec l'espérance qui a quand même été, sans parler effectivement de revenir à la mythologie ou même à la métaphysique du progrès, dont on a compris qu'il fallait l'abandonner, mais de quelle espérance, de quel finalement projet utopique nous pouvons nous relier pour aller de l'avant collectivement. Ça me semble vraiment une ligne de fracture qui est très forte. Et la deuxième, elle est liée à celle-ci,
mais elle est peut-être un peu plus en arrière-plan de nos discussions d'aujourd'hui, mais qui est entre fragmentation et commun. Il me semble que le monde dans lequel on vit, c'est un monde fragmenté, qui est un monde, alors tribal peut-être, mais fragmenté en tout cas, c'est-à-dire avec des intérêts qui sont complètement divergents, avec des perspectives et des valeurs qui sont souvent conflictuelles. Et pourtant, on voit bien que sortir de la fatalité ou de la résignation appellerait à penser des communs, à penser finalement une sorte de nouveau vivre ensemble pour sortir de la catastrophe. Mais la question, c'est sous quel auspice créer ces communs. Aujourd'hui, il y a un commun forcé sous lequel on voudrait nous faire vivre, qui est l'économie, l'unification économique du monde, qui serait finalement le référent commun sous lequel nous pourrions vivre. On voit que finalement, il n'est pas satisfaisant pour un certain nombre de personnes, et c'est en tout cas peut-être même le responsable de la crise actuelle. Donc, est-ce qu'il faut, sous quel commun les droits de l'homme, l'humanisme classique, l'humanisme chrétien, je ne suis pas sûr que ce soit non plus des candidats qui soient efficaces et pertinents pour créer ce commun désirable dans lequel vers lequel on pourrait aller. Donc finalement, voilà, il y a une ligne ici de tension très forte entre fragmentation et commun. Et donc là encore, je crois que peut-être qu'il y a une éthique ou une esthétique de la fragmentation à développer pour la maintenir, car moi je suis assez convaincu que un des facteurs de résilience de nos sociétés, de nos collectifs, de nos groupes, ça va être de maintenir la diversité, la biodiversité, la chronodiversité, la diversité culturelle, la diversité intellectuelle, et donc finalement, plutôt qu'aller vers des communs, prôner la fragmentation. Et aller peut-être vers assumer plus cette idée que le monde est fragmenté, et cultiver cette fragmentation pour maximiser les chances finalement de résilience. Et c'est dans cette fragmentation qu'il y a un enjeu politique qui se joue, dans cette éthique de la fragmentation, qui est celle que tu as citée, qui est le danger évidemment du repli sur soi, le danger des différents nationalismes ou populismes. Et donc c'est là qu'il faut rappeler toujours cette nécessité du commun, mais voilà, dans une dialectique qui me semble qu'il faut cultiver, c'est-à-dire mettre tout sous l'auspice de l'impératif climatique, qui serait peut-être le nouveau commun, me semble aussi dangereux que mettre tout sous l'auspice de l'impératif du transhumanisme ou de l'impératif de l'économie. Donc voilà, une sorte de culture de la fragmentation, mais qui laisse la possibilité de vivre quand même en commun. Voilà, donc bon, c'est des pistes comme ça que j'ouvre, c'est pas du tout une synthèse de la journée. Voilà, en tout cas, je vous remercie de votre attention, d'être resté jusqu'au bout, parce que c'était pas évident, et j'espère que ça vous a plu. Merci.